Merci beaucoup. Aujourd'hui, merci beaucoup pour l'invitation. Puis aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous présenter sur les lymphomes indolents. Mon nom est Stéphanie Corriveau-Desilets. Je travaille au CHU à Sherbrooke. Aujourd'hui, le plan de cette présentation, c'est de parler du diagnostic et des différents sous-types des lymphomes indolents. On va regarder les options de traitement, c'est quoi les objectifs de traitement, notamment la surveillance active les différentes lignes de traitement, soit en première intention, les traitements à venir, puis les traitements lors de la rechute, puis ou également on va avoir un survol sur les traitements à venir. On ne pourra pas passer au travers de tous les sous-types de lymphomes indolents, donc j'ai choisi des lymphomes qui étaient les plus communs également. Puis vous allez voir que les traitements se ressemblent quand même assez dans le traitement des lymphomes indolents. Donc, en introduction, qu'est-ce que c'est un lymphome? Donc, si vous avez assisté aux autres présentations de la journée, vous savez que bon, c'est un cancer des lymphocytes. Les lymphocytes se localisent dans les ganglions. J'ai d'ailleurs mis ici là, une photo d'un ganglion, puis on voit qu'il y a différents endroits ou différentes parties du ganglion. Et dépendamment où le lymphocyte qui devient malade ou cancéreux se développe, c'est à ce moment-là qu'il peut avoir différents types de lymphomes qui peuvent survenir. Donc, comme par exemple, on peut avoir le lymphome de la zone marginale, le MZL, qui va aller plutôt justement là, dans la zone marginale du lymphome, et etc., la zone du manteau. Et donc, ça correspond à différents endroits dans dans le ganglion. Ce qu'on sait également, c'est que il peut y avoir, donc ces lymphocytes-là, à la base, normalement, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont rentrer, donc ils vont être générés dans la moelle osseuse, ils vont ensuite aller au niveau du ganglion, et dépendamment de leur exposition à différents antigènes, donc différents stresseurs, ils vont se différencier, puis ils vont aller chercher une forme plus mature. Donc, dépendamment à quel moment que l'anomalie ou le cancer se développe, ça peut aussi faire des cancers, des lymphomes différents, comme par exemple un lymphome lymphoplasmatique, ou qui va aller au niveau, donc c'est un lymphome qui est à cheval entre le lymphocyte et la différenciation en plasmocyte. Donc, il y a plus de 80 sous-types, comme vous pouvez vous imaginer, dépendamment de quelle étape au niveau de la maturation du lymphome. Puis, comment on fait pour différencier ces sous-types-là? Bien, on va regarder les caractéristiques morphologiques. Donc, lorsqu'on fait une biopsie, lorsqu'on prend un échantillon, on va regarder comment sont les cellules, c'est quoi leur aspect de ces cellules anormales-là ou des cellules cancéreuses. Ensuite, on va regarder leurs caractéristiques immunologiques. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va essayer d'identifier les marqueurs qui sont exposés sur la surface des cellules. On va essayer de les identifier, donc, pour être capable de savoir quel type de cellule est impliquée. On peut regarder les caractéristiques génétiques également, donc c'est-à-dire au sein même de la cellule, l'ADN de la cellule, s'il y a des translocations, s'il y a des mutations au niveau de l'ADN pour nous permettre d'identifier le sous-type de lymphome. Puis après, on va aussi regarder les caractéristiques cliniques de la maladie, c'est-à-dire comment est-ce que la maladie se présente chez le patient. Voici la répartition des lymphomes non-Hodgkiniens. La majorité des lymphomes, donc il y a la partie des lymphomes qui sont plus agressifs, donc le lymphome diffus à grande cellule B. Je pense qu'il y en a une présentation là-dessus. Il y a les lymphomes du manteau. Puis ensuite, on voit ici, il y a toute une catégorie des lymphomes qui sont plus indolents, notamment le lymphome folliculaire qui est présent à 22 à peu près 20-30 là, des lymphomes non-Hodgkiniens. Ensuite, on a les lymphomes LLC ou la SLL, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a une autre présentation vraiment séparée qui traite seulement de la LLC. Le lymphome de la zone marginale, le lymphome T également, dont Dr. Laverdière va discuter. Puis, on a les lymphomes MALT ou les lymphomes de la zone marginale.
Qu'est-ce qui fait que c'est un lymphome qu'on va dire indolent? Ben, ce qu'on veut dire par indolent en réalité, c'est que c'est des lymphomes qui vont avoir une croissance lente. Ils ne peuvent même jamais causer de symptômes. Ces lymphomes-là peuvent se retrouver dans plusieurs endroits au niveau du corps, notamment les ganglions, la rate, la moelle osseuse, puis également d'autres organes. Ils peuvent se transformer en lymphomes plus agressifs, mais pas toujours. Ils peuvent garder leurs caractéristiques également de lymphomes indolents pour toujours. Il faut voir les lymphomes indolents comme étant une maladie chronique plutôt. Donc, il peut y avoir des épisodes de rechute, des épisodes de rémission également. Donc, c'est vraiment une maladie qui va être au long cours. Donc, vous allez avoir un suivi au long cours avec votre hémato-oncologue. La majorité de ces lymphomes-là vont être par contre incurables. Mais par contre, on peut arriver à des rémissions à long terme et que des fois, le patient qui est en rémission, ça se peut très bien que la maladie ne se réveille jamais. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque le traitement, on le choisit et on décide de le débuter lorsque c'est vraiment nécessaire pour diminuer les symptômes ou pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications liées avec le lymphome. La majorité des patients vont vivre très longtemps avec une bonne qualité de vie et c'est souvent pas le lymphome qui va emporter les patients. Donc, les lymphomes les indolents les plus fréquents, donc ici, il y en a quelques-uns de nommés, notamment le lymphome folliculaire, qui est vraiment celui qui est le plus fréquent, puis un peu l'exemple type du lymphome indolent. On a le lymphome de la zone marginale dont on va parler aujourd'hui, le lymphome lymphoplasmocytaire également. Il y a la tricholeucémie qui est un petit peu plus rare, mais qui a son propre traitement. Puis, il y a d'autres types de lymphomes également, notamment le mycosis fungoïde et le lymphome B-cutané également. La présentation clinique. Donc, souvent, les lymphomes vont se présenter soit par un patient qui va reconnaître ou va s'apercevoir que, oups, il y a des ganglions qui sont enflés puis qui sont persistants. Donc, à l'extérieur, il n'y a pas d'infection. On remarque juste qu'il y a une bosse qui est apparue. Par contre, des fois aussi, parce que le lymphome, hein, ça vient des lymphocytes, donc qui fait partie de notre système immunitaire, ben, ça peut faire baisser le système immunitaire. Donc, des fois, les patients, ils vont dire, oh, mais il semble que j'ai beaucoup d'infections récurrentes, beaucoup d'antibiotiques nécessaires, plus qu'à la normale. Il peut y avoir l'apparition d'échymoses faciles ou de saignements. Ça, c'est surtout lorsque les lymphocytes du lymphome, ils envahissent la moelle osseuse, qui est le siège de production de notre sang. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a cet envahissement-là, il y a moins de production de globules rouges, puis moins de production de plaquettes également. Et les plaquettes qui nous empêchent, permettent de faire un peu la colle et empêchent de saigner. Mais lorsqu'elles baissent, il peut y avoir des apparitions d'échymoses plus faciles. Une perte de poids qui va être involontaire. Donc, c'est-à-dire que le lymphome est un peu plus actif, et que c'est-à-dire qu'il est en train de gober un peu de l'énergie. Donc, à ce moment-là, on perd du poids malgré le fait que l'appétit est normal. On peut avoir des sueurs nocturnes excessives. Donc, pas juste d'avoir un petit peu chaud, là, mais de vraiment mouiller son pyjama, de devoir changer les draps. On peut avoir des éruptions cutanées, des démangeaisons également, une fatigue qui est persistante, hein, veut pas, si le lymphome il prend de l'énergie, on va être plus fatigué. On peut sentir l'estomac plus gonflé s'il y a des atteintes au niveau des ganglions, dans l'estomac, dans le ventre, des toux, de l'essoufflement ou des malaises. Donc ici, c'est juste un schéma qui a été pris en fait du site de Lymphome Australie. Donc c'est en anglais, mais ça schématise un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc en fait, les symptômes du lymphome, donc au niveau psychologique, effectivement, on parlait de la fatigue, une perte d'appétit. Il peut y avoir les ganglions qui sont enflés, donc les ganglions qui sont enflés, particulièrement au niveau du cou, c'est souvent là où on va le reconnaître, ou au niveau des aisselles. On peut avoir donc justement là, de la faiblesse musculaire. Puis lorsqu'il y a la moelle osseuse qui est impliquée, c'est là où on peut avoir des signes d'anémie, c'est-à-dire de la fatigue, de l'essoufflement, ou les signes de thrombopénie, c'est-à-dire que c'est là où il y a des ecchymoses, des bleus facilement. Les symptômes B maintenant, donc ça, c'est une caractéristique des lymphomes lorsque les lymphomes sont plus actifs. Donc, un symptôme B, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des définitions très précises. Donc, on parle effectivement des sueurs la nuit, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vraiment, là, il y a vraiment c'est des sueurs pas parce qu'il y a une canicule, mais c'est vraiment des sueurs profuses, une perte de poids qui est significative et de la fièvre qui est non expliquée par une infection.
Comment on fait le diagnostic? Bien, souvent, en premier lieu, ça va être avec l'histoire. On va parler justement, on va questionner, on va regarder est-ce qu'il y a des symptômes B, ceux que je vous ai nommés, ou des symptômes constitutionnels, donc par exemple de la fatigue, justement de la faiblesse, de l'essoufflement, ou des symptômes qui pourraient être liés au lymphome. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple, est-ce qu'il y a des ganglions qui font mal? Est-ce qu'il y a une jambe qui peut être un petit peu plus enflée parce qu'il y a un ganglion qui comprime? Donc, ça va être ces histoires-là. Donc, c'est sûr qu'on va aller chercher à l'histoire. Puis, on va regarder aussi temporellement, ça fait combien de temps que ça s'est installé. Un examen complet, un examen physique complet va être effectué également. Donc, on va aller regarder au niveau des aires ganglionnaires, notamment au niveau du cou, des aisselles, des aines, pour voir si on peut voir si on peut palper des ganglions qui peuvent être enflés. On va faire un examen abdominal pour voir si le foie est enflé, si la rate est enflée. Puis, on va regarder également au niveau des poumons, du cœur, pour avoir une idée un petit peu là aussi de l'état général. Va s'en suivre des prises de sang. Les prises de sang sont partie prenante en hématologie. Pourquoi? Parce qu'on va regarder au niveau de la formule sanguine. On va commencer à regarder c'est quoi le niveau des globules blancs. Est-ce que les globules blancs sont augmentés? Quel type de globules blancs est augmenté ou au contraire, est-ce qu'ils sont abaissés? On va regarder l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est les globules rouges. Est-ce qu'il y a de l'anémie qui s'est associée à ça? Est-ce qu'il y a une thrombopénie? Donc, les plaquettes, est-ce qu'ils ont baissé? Les LDH. Les LDH, on les mesure aussi dans les prises de sang parce que ça nous donne un indice de prolifération. Quand un lymphome est très actif, il va voir que les cellules vont se refaire, se générer très rapidement, puis ils vont libérer ce qu'on appelle le LDH. Donc, ça nous donne un indice d'activité ou du moins même d'agressivité de la maladie. On va vouloir compléter avec un bilan hépatique, un bilan rénal. On va aussi souvent faire des prises de sang pour regarder le système immunitaire, c'est-à-dire regarder le doser les anticorps circulants. Ces anticorps-là sont produits par ce qu'on appelle des plasmocytes qui, eux, sont des cellules plus matures d'un type de lymphocyte. Donc, souvent, il y a un lien ensemble. Ensuite, ce qui va être nécessaire, c'est de faire une biopsie ganglionnaire. Donc, d'un des ganglions qui est enflé, ou selon le scan, on va vouloir aller cibler un ganglion pour aller faire une biopsie. Parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic, puis on ne peut pas connaître le sous-type si on n'a pas la biopsie. Comme je vous disais tout à l'heure, pour être capable de reconnaître le sous-type, on regarde l'aspect des cellules, on regarde aussi les antigènes, les signatures, les marqueurs qui sont sur les cellules. Donc, pour ça, on a besoin de la biopsie. Il y a deux façons de le faire, soit au trocar, c'est-à-dire que soit un radiologiste, un chirurgien ou même un ORL, souvent, là, un spécialiste, un otorhinolaryngologiste, ils vont se localiser soit avec une échographie ou au scan, là où le ganglion est enflé, pour aller chercher des petits morceaux pour qu'on puisse aller voir la morphologie, donc regarder le lymphome puis voir les cellules anormales. Et des fois, ce qui est nécessaire, c'est d'aller carrément faire l'excision chirurgicale, donc d'enlever un ganglion pour pouvoir l'analyser au complet. Parfois, lorsqu'on pense s'il n'y a pas d'atteinte ou très peu de ganglions qui sont activés, ou si les ganglions qui sont atteints sont très loin, c'est dangereux, on peut aller faire ce qu'on appelle une biopsie de moelle osseuse ou une aspiration. Pourquoi? Parce que la moelle osseuse, c'est elle qui est le siège de production de nos globules blancs. Donc, souvent, elle est en communication avec les ganglions. Donc, c'est pas rare que les lymphocytes qui sont malades peuvent aller se réfugier puis aller également au niveau de la moelle osseuse. Donc, ça peut être nécessaire de faire une aspiration, une biopsie de moelle osseuse. Pas dans tous les cas, par contre. Et on va vouloir faire des imageries si ça n'a pas été fait. Donc, un scan minimalement pour être capable de visualiser quels endroits où s'il y a des organes d'atteinte. On peut vouloir faire un TEP scan, dont je vais vous parler plus tard, et même des fois des échographies, donc avec une sonde pour aller voir les ganglions. Une fois qu'on sait qu'il y a un lymphome, on va vouloir stadifier la maladie. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir déterminer quels sont les endroits qui sont atteints par le lymphome, puis ça va nous donner également une idée pour avoir un traitement de base pour comparer l'effet d'un traitement. Par contre, un stade de lymphome n'a pas du tout le même impact ou la même signification que si on parle d'un cancer solide, donc un cancer par exemple du sein, des poumons. C'est pas du tout le même impact d'avoir un stade 4 versus un stade 4 d'un lymphome.
Donc, c'est vraiment pour pouvoir savoir quels sont les endroits atteints. Donc, ça va nous permettre d'établir, l'étendue de la maladie, de savoir c'est quoi le volume de la masse tumorale. Donc, nous, on parle du fardeau tumoral. Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies? Est-ce qu'il y a des risques de complications? Est-ce qu'il y a un ganglion qui est proche d'un organe qui pourrait comprimer puis causer des dommages, comme par exemple au niveau des reins? Ça va nous dire si on a besoin de commencer un traitement aussi, donc selon justement l'étendue de la maladie, puis aussi de nous guider à savoir quel est le type de traitement le plus approprié. Une maladie qui est très étendue, qui a beaucoup de ganglions d'atteints ou même d'organes, on va vouloir probablement être un peu plus incisif dans notre traitement et donc pas juste d'associer différents agents ensemble. Un petit mot sur le TEP-scan. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une tomographie à émission de positrons, ou le TEP-scan. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un produit radioactif. Donc, c'est un sucre auquel on a associé de la radioactivité, donc un petit drapeau. Ce qu'on sait, c'est que dans les lymphomes, les ganglions sont quand même assez actifs, hein. On parlait d'une reproduction quand même rapide des ganglions. Ben, à ce moment-là, ils vont prendre beaucoup de sucre pour être capables de grandir. Donc, le but, c'est d'aller savoir à quel endroit qu'il y a cette utilisation-là de sucre. Le TEP-scan ne va pas empirer le lymphome, ne va pas donner de la nourriture au lymphome. Tout ce qu'il va faire, en fait, le TEP-scan, c'est qu'il va être capable de nous dire, de nous localiser là où il y a l'utilisation du sucre. Ce TEP scan-là, en fait, lorsque associé à un scan, il va être capable de nous dire, de nous donner deux informations. Quels sont les endroits atteints? Donc, là où il y a des ganglions qui sont enflés ou s'il y a des endroits dans le corps des organes, mais également l'activité. Donc, est-ce qu'on pense qu'il y a peut-être un lymphome qui est un peu plus agressif que ce à quoi on pensait? Donc, dans le lymphome folliculaire, ça a une utilité pronostique parce qu'on sait que s'il n'y a pas beaucoup d'activité, c'est probablement des lymphomes qui sont un petit peu plus indolents, qui vont moins évoluer dans le temps. Mais c'est effectivement pas nécessairement utile pour tous les types de lymphomes indolents, parce que vous vous rappelez, je vous ai dit que ça va dans les endroits où il y a beaucoup d'utilisation de sucre. Mais un lymphome indolent, par définition, c'est un lymphome qui grandit très lentement. Donc, des fois, son utilisation du sucre est beaucoup plus lente qu'un lymphome agressif. Donc, c'est pas nécessaire d'utiliser le TEP-scan pour tous les lymphomes indolents. Donc, c'est possible que votre hémato-oncologue ait décidé de seulement faire un scan standard, et je pense que c'est tout à fait correct pour avoir une image des endroits et du fardeau tumoral. Là où il devient très utile, c'est si on a la suspicion que le lymphome indolent est en train de faire une transformation en lymphome plus agressif. À ce moment-là, le TEP scan, il a vraiment son utilité. Dans les autres présentations, on a dû vous en parler souvent de cette classification-là de Ann Arbor. Donc, c'est ça qui va nous permettre de déterminer le stade du lymphome. Donc, par définition, un stade 1, c'est un seul groupe ganglionnaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des ganglions qui sont enflés, mais juste à un endroit, comme vous pouvez voir dans l'image de gauche, le stade 1. Le stade 2, c'est qu'on a plus qu'un groupe ganglionnaire d'atteints, mais qui sont du même côté du diaphragme. Donc, on a séparé le corps en deux avec le diaphragme, donc en haut ou en bas du diaphragme. L'exemple de l'image ici du stade 2, c'est qu'on a des ganglions un peu au niveau entre les deux poumons, ce qu'on appelle le médiastin, puis on a également des ganglions au niveau cervical. Donc, ça devient un stade 2. Le stade 3, c'est lorsqu'on a des ganglions de part et d'autre du diaphragme. Donc, comme vous voyez dans l'étape 3, dans le stade 3, c'est qu'on a des ganglions qui sont associés dans le ventre, mais également au-dessus du diaphragme, au niveau de l'aisselle, au niveau cervical. Et le stade 4, c'est quand il y a des organes d'atteinte, comme par exemple la moelle osseuse. Donc, s'il y a des lymphocytes malades qui vont au niveau de la moelle osseuse, s'il y en a au niveau du foie, à ce moment-là, on peut voir qu'effectivement, ça devient un stade 4. Le pronostic. Le pronostic, on utilise le pronostic pour évaluer, en fait, souvent, donc pour nous, le pronostic, c'est quoi la survie du patient avec cette maladie-là. Habituellement, dans les lymphomes indolents, on parle d'une survie de plus de 10 à 20 ans. Plusieurs patients, ils vont en réalité décéder d'une autre cause. Certains patients vont quand même avoir une évolution quand même plus rapide, mais c'est pour ça qu'on va vouloir faire un suivi également pour être sûr de pouvoir attraper ces évolutions-là également. Puis comment est-ce qu'on peut prédire ça? Est-ce qu'il y a des moyens? Ben oui, il y a des moyens en utilisant ce qu'on appelle des scores pronostiques qui ont été établis selon le sous-type de la maladie pour être capable d'essayer d'identifier quels sont les patients ou les lymphomes qui vont avoir tendance à être un petit peu plus agressifs.
Ce qu'on va utiliser aussi, c'est beaucoup regarder la durée de rémission après le premier traitement. Donc, lorsqu'il a fallu traiter, puis on a donné notre traitement, on l'a terminé, combien de temps que la maladie reste endormie? Donc, le plus longtemps qu'elle reste endormie, passé 2 ans habituellement, on sait que c'est des maladies qui habituellement vont avoir un devenir plus lent. Puis c'est quoi le sous-type de la maladie, du lymphome aussi qui est impliqué? Ça nous aide aussi beaucoup pour parler du pronostic. Par contre, il faut se rappeler que ça reste des statistiques, ça reste des modèles qui ont été établis avec des études. Donc, votre histoire à vous, ça, nous, on la connaît pas. Puis donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire un suivi. Puis, il y a toujours des patients qui vont pas nécessairement suivre ces statistiques-là non plus. Donc, c'est des guides pour essayer de nous guider, d'essayer de vous guider, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui va arriver. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut dire qu'on a besoin de commencer un traitement? Mais on va regarder justement ces fameux symptômes B-là. Ces symptômes B-là, ça nous fait dire en fait que souvent, ça veut dire qu'il y a un lymphome qui est quand même actif, qui est en train effectivement là, qui est plus actif, donc il va falloir qu'on prenne le contrôle. On va regarder les symptômes secondaires à une compression par les ganglions atteints ou s'il y a une atteinte d'organes, comme par exemple s'il y a l'infiltration de la moelle osseuse qui va causer une anémie qui est quand même sévère ou une thrombopénie. Si par exemple il y a des ganglions ou une atteinte de ce qu'on appelle la plèvre au niveau du poumon, puis qu'il y a du liquide qui est en train de s'accumuler. Donc là, peut causer des problèmes au niveau du patient. Donc ça, on va vouloir prendre le contrôle. La grosseur des ganglions qui sont atteints. Il y a des critères qu'on appelle du GELF ou du GELF. C'est des critères qui ont été établis pour nous dire, ben souvent, lorsque on a, par exemple, plus de 3 endroits avec des ganglions de plus de 3 cm ou un endroit avec un ganglion de 7 cm et plus, ben à ce moment-là, probablement que c'est un lymphome qui a quand même un fardeau tumoral et même s'il ne cause pas de symptômes maintenant, risque d'en causer. Donc, oui, on a des critères de traitement. Puis après ça, autre aussi, ben parce que cette décision-là de savoir quand on va commencer un traitement ou pas, ben c'est une discussion à avoir avec le patient. Donc, tout dépend évidemment des symptômes du patient, des choix, des désirs du patient également. Donc, c'est toujours de discuter. Il m'est arrivé, moi, personnellement, dans ma pratique, de retarder un traitement pour qu'un patient puisse aller en voyage, par exemple, ou puisse finir son été, puis après ça, de dire, ben, on va commencer le traitement plus tard, ou de commencer un traitement un peu plus tôt pour d'autres raisons. Donc, ça, c'est des discussions à avoir avec votre hémato-oncologue. Ce qui fait partie du traitement, puis je vais dire que c'est une forme de traitement quand même, c'est ce qu'on appelle la surveillance active. Donc, pas juste une surveillance comme ça, puis l'idée, c'est pas de se dire qu'on ne fait rien, entre guillemets. Au contraire, c'est de se dire que des fois, il vaut mieux être capable de se retenir et de ne pas traiter. OK? Pourquoi? On va en discuter un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce qui fait dire que des fois, c'est correct de faire une surveillance active? Ben, chez les patients qui n'ont aucun symptôme, qui ont un faible, justement, fardeau tumoral, donc pas beaucoup de ganglions d'atteinte, qui ont aucune atteinte d'organes, on sait qu'il n'y a pas de bénéfice à traiter. Sauf lorsque c'est un stade 1. Donc, il y a juste une aire ganglionnaire d'atteinte. À ce moment-là, oui, ça vaut la peine de traiter parce qu'on peut avoir des rémissions à long terme et même des fois des guérisons. Dans les autres cas, les stades 2 ou plus, qui n'occasionnent pas de problème, on sait qu'on peut se permettre vraiment de faire une surveillance. Puis comment on va la faire, cette surveillance-là? Bien, ça va être un suivi à tous les 3 à 6 mois, dépendamment, avec une histoire, un examen physique, des prises de sang. Puis généralement, l'imagerie, on va la garder s'il y a des nouveaux symptômes qui arrivent. À ce moment-là, il faut vraiment que vous preniez la peine de poser des questions. OK? Prenez cette pause-là, entre guillemets, ou cette surveillance-là pour justement poser des questions, apprendre à apprivoiser votre maladie aussi. Puis c'est aussi à regarder, donc on fait une équipe, hein, donc c'est de regarder si vous, il y a des changements. Est-ce que vous avez des nouveaux symptômes? C'est de nous les signaler aussi. Prenez soin de vous, évidemment, pendant cette période-là. C'est sûr que d'avoir des bonnes habitudes de vie peut aider. Peut aider aussi au fait que si jamais on a besoin de débuter un traitement, ben, la tolérance, elle est beaucoup plus facile chez quelqu'un qui a pris des bonnes habitudes de vie. D'en apprendre plus sur la maladie, comme je disais, c'est-à-dire d'apprendre à l'apprivoiser, de discuter de vos inquiétudes, parce que c'est toujours, évidemment, il faut prendre le temps justement, je parlais d'apprivoiser, de digérer tout ça aussi, donc d'apprendre à vivre avec cette maladie-là, puis de ne pas hésiter à demander du support.
Ce qu'on sait, c'est que les études, en fait, puis il y a plusieurs études qui ont été réalisées au travers des années, qui regardaient est-ce qu'il y a un avantage de faire un traitement, ce qu'on appelle préemptif, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de symptômes, versus d'attendre. Parce que des fois, ça peut être un peu ça le réflexe, c'est de se dire, ben, on sait qu'il y a quelque chose, pourquoi est-ce qu'on fait pas juste le traiter? Mais au travers des années, les études n'ont pas démontré un avantage de survie globale. Donc, les patients qui étaient traités rapidement ne survivaient pas nécessairement plus longtemps que ceux qui ne l'étaient pas. Puis ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a certains patients qui peuvent avoir une stabilité pendant de nombreuses années. Dans une étude, en fait, 40% des patients n'avaient pas eu besoin de traitement sur une période de 8 ans. Ce que ça fait, puisque l'avantage d'attendre, ben, c'est que ça peut permettre de retarder la toxicité induite par un traitement, forcément. Ça va aussi garder des outils aussi, donc on va être capable de garder nos outils pour lorsqu'on va avoir besoin de traiter. Et ce qu'on sait aussi, c'est que non seulement ça n'a pas d'impact sur la survie globale, mais ça n'a pas d'impact non plus sur le risque de transformation à un lymphome agressif. Donc, même si on traite en avance, on va pas diminuer le risque que le lymphome devienne plus agressif plus tard. Donc, lorsqu'on décide qu'on a besoin de commencer un traitement, OK, il va falloir qu'on regarde, ben, il faut garder en tête que la maladie est la plupart du temps incurable. Puis, on va regarder c'est quoi les objectifs de traitement. On va vouloir, dans les meilleurs des cas, induire au moins une rémission partielle ou peut-être même ce qu'on appelle une rémission complète. On va vouloir diminuer les symptômes, puis on va vouloir améliorer la survie. Les rechutes. Au moment de la rechute de la maladie, on va vouloir refaire souvent une biopsie. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir s'assurer que c'est le même lymphome, surtout si ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de traitement ou de rechute. On va vouloir, même si on sait qu'il y a une maladie qui est revenue, on va vouloir encore refaire le même processus, c'est-à-dire d'attendre que des symptômes qui apparaissent avant de débuter le traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs traitements disponibles. Donc, il y a des choix, puis il y en a de plus en plus qui arrivent également, dont on va discuter. On peut vouloir changer le but du traitement. Donc, peut-être pas viser une rémission complète, mais on va peut-être vouloir contrôler les symptômes. Donc, ça va être important d'en parler. Puis, ça va être important aussi de regarder s'il y a des études cliniques justement pour avoir accès à des nouveaux traitements. Donc, si on se lance un petit peu plus précisément sur différents sous-types de lymphome dont on va discuter aujourd'hui. Donc, le lymphome folliculaire, comme je vous disais, qui était un peu celui qui était, le plus fréquent, mais de deux aussi, celui qui est qui est un bon exemple de lymphome indolent. Donc, le lymphome folliculaire représente 20 à 30 des lymphomes non-hodgkiniens. Il a comme caractéristique d'atteindre les ganglions, la moelle osseuse et peut avoir une atteinte de d'autres organes. Pourquoi on l'appelle lymphome folliculaire? C'est parce qu'il débute dans les follicules des ganglions. Vous vous rappelez la première image où il y avait différentes zones ou différents endroits là, du ganglion en tant que tel. Puis, c'est lymphocyte B cancéreux-là, dans le fond, parce que à la base, formaient les follicules des ganglions, mais ils vont avoir tendance, là où ils sont, de recommencer à former des espèces de follicules ou des ronds. Donc, l'image que je vous ai montrée, c'est une image qu'on va voir justement d'une biopsie où on voit effectivement tous ces ronds-là, ces espèces de follicules-là qui ont été formés par le lymphome folliculaire. On n'a pas identifié encore de cause claire, en fait, là. On ne sait pas la cause du développement du lymphome folliculaire. Quand on choisit un traitement, on va regarder, comme je vous disais, de définir l'objectif de traitement. Puis après, il va falloir qu'on regarde beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le choix du traitement. On va regarder le patient dans son ensemble, c'est quoi ses autres maladies aussi qui peuvent interférer puis peuvent demander d'ajuster nos traitements. On va discuter des effets secondaires attendus également, puis c'est quoi les désirs du patient aussi. En première ligne, les choix qui s'offrent à nous, en fait, on a ce qu'on appelle le rituximab. Le rituximab, c'est un anticorps monoclonal dont je vais vous montrer une image tout à l'heure. Lui, il se donne un des choix potentiels, c'est de le donner seulement en ce qu'on appelle en monothérapie, donc seul. Il se donne une fois par semaine intraveineuse pour 4 doses. Souvent, il va être réservé pour les patients qui ont peu de symptômes. Puis des fois, pour 50% des patients, ça va être leur seul traitement sur 10 ans aussi. Souvent, on va le choisir pour des patients qui sont âgés avec d'autres maladies, des patients qui ne veulent pas avoir beaucoup d'effets secondaires, puis ça n'inclut pas de chimiothérapie.
Par contre, c'est au coût des fois que le patient, la rémission, bien que 50% des patients, des fois, ça va être leur seul traitement. Des fois, par contre, ce qu'on sait, c'est que comparé à lorsqu'on l'ajoute ou l'associe à de la chimiothérapie, la période où le lymphome est endormi va être moins longue que lorsque l'on l'associe à la chimiothérapie. Un autre choix potentiel, c'est la radiothérapie. Ça, c'est souvent réservé pour les patients en stade 1. Puis ensuite, comme je vous disais, on peut avoir un anticorps monoclonal, un anti-CD20, donc soit le rituximab ou d'autres agents qu'on associe à la chimiothérapie, le plus souvent le rituximab bendamustine. Donc, si on regarde un petit peu plus dans nos choix de traitement, la radiothérapie, donc la radiothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est des rayons, hein? C'est des rayons qui sont donnés, en fait, pour aller brûler l'endroit où il y a le lymphome. Vous comprendrez qu'à cet endroit-là, puisque c'est une thérapie qu'on va dire donc vraiment ciblée pour le lymphome, on ne peut pas le faire s'il y a un fardeau tumoral très étendu. Donc, on peut les utiliser pour différentes raisons. La première, c'est souvent dans les stades 1, où à ce moment-là, avec seulement de la radiothérapie, on peut être curatif pour approximativement 50% des patients. C'est recommandé de l'utiliser lorsqu'on a une approche sécuritaire et que les ganglions atteints peuvent être inclus dans tous les champs. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'aller, avec peu d'effets secondaires, d'aller brûler ces ganglions-là. La radiothérapie peut également être utilisée dans des stades plus avancés pour contrôler certains symptômes. Donc, rapidement, pour aller brûler un ganglion en attendant que les traitements qu'on va dire systémiques, donc qui vont aller atteindre tous les ganglions, fonctionnent, par exemple, ou débutent. Les effets secondaires de la radiothérapie vont dépendre de la zone irradiée, ça veut dire de la zone où on est allé brûler. Comme par exemple, des fois, il peut y avoir une atteinte au niveau de la peau, une brûlure au niveau de la peau, par exemple. Les anticorps monoclonaux. Ben, les anticorps monoclonaux, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des anticorps qui ont été développés pour aller attaquer les cellules cancéreuses et détruire le lymphome. Donc, le CD20, c'est un des marqueurs qui est exprimé sur les lymphocytes B et donc les lymphocytes non-hodgkiniens B. On a le premier qui est arrivé sur le marché, le rituximab, puis je vous dirais que c'est lui qui a révolutionné le traitement pour les lymphomes non-hodgkiniens B. Est arrivé par la suite l'obinutuzumab, qui est aussi un anticorps qui va aller cibler le CD20. Et maintenant, il y en a un nouveau qui s'appelle le tafasitamab, qui pour l'instant est utilisé en lymphome diffus à grande cellule B. Donc, si on regarde, en fait, on voit que qu'est-ce qui se passe en fait avec les anticorps monoclonaux. Donc, vous voyez, c'est les espèces de Y, soit en vert ou en violet. Ils vont aller se localiser directement sur ce qu'on appelle le CD20, OK, qui est représenté avec le truc gris là, sur la cellule B. Puis, ils vont aller se coller là-dessus. En se collant là-dessus, en fait, ça va déjà, dès le départ, faire un petit trou et causer une mort cellulaire directe, mais ça va aussi envoyer un message pour recruter le système immunitaire pour qu'il vienne tuer le lymphocyte B. On peut également associer cet anticorps-là à de la chimiothérapie. C'est la base de plusieurs traitements contre les cancers, hein. C'est un mot qu'on connaît tous. Le but, c'est d'entraîner la mort cellulaire. Puis comment c'est fait? C'est souvent en endommageant l'ADN. Ça va affecter toutes les cellules qui sont en croissance. C'est d'ailleurs pour ça que souvent la chimiothérapie est associée avec une perte de cheveux, par exemple, ou même des ulcères dans la bouche parce que la cicatrisation se fait moins bien. Donc, en lymphome folliculaire, les traitements fréquemment utilisés, particulièrement au Québec, au Canada, c'est le rituximab bendamustine ou le BR. Donc, la bendamustine est donnée sur 2 jours, au jour 1, jour 2, pour des cycles de 28 jours. On l'associe avec le rituximab, donc c'est donné intraveineux les deux agents, puis on va les donner, donc comme je vous disais, donc aux 4 semaines pour 4 à 6 cycles. Les effets secondaires de ce traitement-là, en fait, surtout de la bendamustine, on peut avoir des éruptions cutanées, de la constipation, des nausées, de la fatigue. C'est des traitements qui sont quand même relativement bien tolérés, qui peuvent être ajustés aussi. C'est possible qu'on décide de donner juste une journée de bendamustine ou d'arrêter après 4 cycles selon la réponse et les effets secondaires. Un autre traitement qui est souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle le R-CHOP ou le RCVP ou le RCOP.
C'est le fameux R toujours. Donc, on a notre anticorps qu'on va associer avec différents agents de chimiothérapie, notamment la cyclophosphamide, le doxorubicine, la vincristine, et on l'associe avec la prénisone qui, elle, est donnée Péros par la bouche. On la donne à tous les 28 jours pendant 6 cycles. Je m'excuse, j'ai une petite erreur ici, donc c'est pendant 6 cycles. Les effets secondaires à court terme, ben, lui, il va causer la perte de cheveux. Il peut causer des ulcères dans la bouche, des nausées, des vomissements, de la fatigue. On peut avoir un risque accru d'infection ou de fièvre. Puis à long terme, ce qu'il faut surveiller, ben, c'est la fonction cardiaque. La doxorubicine peut avoir un effet sur le cœur. On peut causer des neuropathies également, donc on peut affecter les petits nerfs en périphérie. Et donc, ces neuropathies-là prennent du temps à s'améliorer. Ça peut causer de la difficulté de concentration. Les patients peuvent parler ou de ce qu'on appelle le chemo brain, donc le cerveau de chimiothérapie, où là, à ce moment-là, c'est comme un peu un nuage. Le cerveau est un peu dans un nuage, là. Donc ça, c'est des choses à garder en tête. Ça peut avoir des problèmes de fertilité. Donc, chez nos jeunes patients, on va souvent vouloir faire de la préservation de la fertilité avant de commencer les traitements. Puis effectivement, un risque d'infection à long terme. Pour évaluer la réponse, on va vouloir évaluer la réponse soit avec un scan ou avec un TEP scan. Puis si la réponse elle n'est pas complète, ben même si elle n'est pas parfaitement complète, on peut souvent se permettre de continuer à surveiller quand même parce qu'on peut avoir une maladie stable sans qu'il y ait besoin de traitement pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui nous fait choisir entre le BR versus le R-CHOP? Au Québec, on s'est beaucoup éloigné du R-CHOP en première ligne, sauf dans certains cas. Donc, il y a quand même des moments où on va choisir le hard chop. Pourquoi? Mais parce que le BR a démontré quand même qu'on avait des longs, plus des rémissions prolongées, donc avant que la maladie se réveille. Il y avait moins de toxicité avec le BR, puis des survies, par contre, qui étaient quand même relativement semblables. On a deux grandes études dont on va souvent parler, c'est l'étude Steele et l'étude Bright, qui ont comparé ces agents-là. Puis on voit qu'effectivement, avec des taux de réponse semblables, on a des toxicités qui sont moins grandes. Donc souvent, on s'est éloigné du R-CHOP pour débuter avec le BR en première ligne. C'est possible qu'on vous parle de la maintenance du rituximab. Donc, le rituximab peut être donné une fois qu'on a terminé les traitements à chaque 2, 3 mois après un traitement de R-CHOP ou de RCOP, mais pas avec la bendamustine. La durée de 2 ans, le but, c'est d'essayer de garder une pression sur la maladie. Ceci dit, il faut quand même balancer les risques versus les bénéfices. Parce qu'on sait que ça peut prolonger la rémission, donc les lymphomes peuvent être restés endormis plus longtemps. Par contre, ça ne change pas au total la survie du patient. Donc, c'est pour ça que dans beaucoup de centres, après la bendamustine et le rituximab, on ne donne pas de rituximab en maintenance. Donc, ça serait quelque chose à discuter. Maintenant, à la rechute. Si le lymphome revient, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut utiliser le rituximab seul, hein. Ça dépend combien de temps que la maladie est restée endormie, mais on peut retraiter avec du rituximab. Sinon, on peut décider d'utiliser un autre anticorps monoclonal tel que l'obinutuzumab, dont je vous ai parlé tantôt, qui est également un peu comme un cousin du rituximab. C'est aussi un anticorps qui est dirigé contre le CD20. Et on peut décider de le choisir, de l'associer avec la chimiothérapie. Et donc, à ce moment-là, on peut choisir une chimiothérapie qui est différente. Si on a utilisé la bendamustine en première intention, on va souvent utiliser le CHOP en deuxième intention ou vice-versa. Chez des jeunes patients chez qui on atteint une rémission de la maladie, on peut considérer une autogreffe de moelle osseuse pour essayer d'être encore plus incisif. Puis finalement, il y a des nouveaux traitements qui sont arrivés sur le marché, dont l'immunothérapie, qui est vraiment la plus grande percée dans les dernières années pour le lymphome, notamment les CAR-T, puis les anticorps monoclonaux bispécifiques. Donc, les nouveaux agents, maintenant, en fait, on a le rituximab, l'énalédomide. Ceux-ci, ce ne sont pas des agents qui sont nouveaux. Par contre, leur association nous démontre quand même qu'on a des survies sans progression d'à peu près 39 mois. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, oui, c'est une combinaison de traitements qui peut être intéressante. On a les CAR-T dont on va vous parler. Le tazemétostat, on n'a pas encore accès encore ici au Canada, mais possiblement que ça va venir de plus en plus. Et les anticorps monoclonaux bispécifiques.
Les CAR T-cells. Probablement que vous allez en entendre parler en long et en large dans différentes présentations parce que oui, effectivement, comme je disais tantôt, ça a été vraiment ce qui a révolutionné les différents traitements, les traitements des lymphomes. Donc, c'est un récepteur antigénique chimérique à cellules T. C'est des lymphocytes T qui sont générés en laboratoire, qui vont exprimer un anticorps contre une protéine souvent exprimée par une cellule cancéreuse. L'idée derrière ça, c'est d'utiliser vos propres cellules immunitaires pour aller attaquer le lymphome. Fait qu'en réalité, on prend un lymphocyte T, puis on l'entraîne, s'il vous plaît, si vous voulez, à reconnaître le cancer. Donc, la technique, c'est la première chose, c'est d'aller chercher les lymphocytes T. Puis c'est d'aller en faire en laboratoire, justement, d'en faire des super lymphocytes, de les faire grandir en laboratoire, puis après ça, de les redonner aux patients pour que ces super lymphocytes-là, qui ont été entraînés à reconnaître la cellule cancéreuse, puissent aller le reconnaître. Et ça fonctionne très bien. Les anticorps bispécifiques, quant à eux, c'est aussi une idée d'aller chercher le système immunitaire. L'idée, c'est d'essayer de forcer le système immunitaire à reconnaître la cellule cancéreuse. Donc, comme vous voyez, une partie du anticorps bispécifique va se coller contre la cellule cancéreuse. L'autre partie va aller se coller contre le lymphocyte T du système immunitaire, puis il va forcer la reconnaissance pour que le lymphocyte T, donc le système immunitaire, aille attaquer la cellule cancéreuse. Donc, ça peut aussi très bien fonctionner. Il y a un prototype qui s'appelle le mosunetuzumab, qui est un anticorps bispécifique qui va aller unir les deux, qui peut être utilisé en troisième ligne de traitement là, ou plus en lymphome folliculaire. On peut avoir des rémissions complètes. Ces traitements-là où on utilise le système immunitaire peut être au dépend de certains effets secondaires, notamment ce qu'on appelle le syndrome de relâche de cytokines. Il faut penser que là, on active le système immunitaire. Donc, des fois, quand il s'emballe, ben là, il va relâcher des cytokines. Donc, qu'est-ce que ça peut faire comme effet secondaire? Donc, ça peut faire de la fièvre, des frissons, des changements dans la pression. Ça peut faire, donc, comme si on faisait une grosse grippe finalement, là, puis que vraiment, là, tout s'active. Il peut avoir également des effets au niveau du système nerveux, là, donc un peu comme s'il y avait aussi là, un relâchement du système immunitaire au niveau du système nerveux. Donc, les patients peuvent des fois être un petit peu plus confus pendant une certaine période de temps, mais c'est réversible. Un ou l'autre. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisirait un ou l'autre? Ben, tout dépend du patient, tout dépend aussi de l'accessibilité aussi. Donc, la thérapie cellulaire à CAR-T, c'est une fois. C'est sûr que la différence, c'est qu'on va utiliser, c'est des anticorps qui ont été ingénierés. Donc, c'est des anticorps qui ont vraiment été formés pour aller attaquer le cancer, alors que l'anticorps spécifique, on utilise les anticorps, on utilise le système immunitaire qui est présent pour aller attaquer le lymphome. Ça ici, c'est pour démontrer les différentes études, en fait. Le but, c'est pas de passer au travers, mais c'est de démontrer que les effets, donc la durée de réponse, en fait, qu'on a aussi avec nos différents traitements, bon, se ressemble un petit peu plus. Mais l'avantage, puis ce qui est super, c'est de regarder avec toutes ces études-là, c'est qu'on a de plus en plus d'outils qu'on est capable de mettre pour être capable d'utiliser. On se rappelle que le lymphome folliculaire, c'est une maladie chronique qui va avoir des périodes de rémission puis des périodes d'activation. Ben, pour ces périodes d'activation-là, on veut avoir accès à différents outils pour être capable d'aller attaquer le lymphome. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point qu'il y a des avancées également. Le Axicel, c'est des CAR-T. Puis là, on peut voir qu'on peut avoir des périodes de rémission là, de 40 mois. Donc, de plus de 3 ans, c'est quand même très intéressant. Puis également avec le mosunetuzumab, l'epcoritamab ou le dronextamab, qui sont également tous des anticorps bispécifiques qui peuvent également être utilisés, où on a également des périodes de rémission qui sont quand même prolongées de l'ordre de 2 ans. Donc là, on associe ça, puis on donne ces périodes-là. Donc, on a plein d'outils dans notre coffre à outils pour être capable d'aller traiter ces lymphomes-là. Et c'est pour vous dire aussi que c'est pas fini. Il y a tellement d'autres études et de plus en plus, les études essayent aussi d'utiliser ces anticorps-là bispécifiques ou ces immunothérapies-là en ligne plus avancée également pour être capable de savoir, pour être capable de les utiliser, puis être capable aussi d'utiliser des traitements qui n'ont pas de chimiothérapie d'inclus. Donc, on est en train de plus en plus d'avancer dans nos traitements. Donc, c'est vraiment une ère en ce moment qui est en évolution, puis qui offre vraiment des avenues, puis qui offre des choix de traitement très intéressants. Maintenant, si on change et on parle un petit peu plus du lymphome lymphoplasmacytaire, où
peut-être que vous avez entendu parler de la macroglobulinémie de Waldenström. Waldenström, c'est le médecin, un médecin suédois qui a découvert la maladie en premier. Quelles sont ses caractéristiques, en fait? Ben, c'est qu'elles produisent un type d'anticorps qu'on va appeler les IgM qui vont circuler dans le sang. Puis comme vous voyez, dans le fond, l'image que j'ai mis en bas, c'est un anticorps IgM. Puis vous voyez, c'est pas le seul anticorps, le Y standard. C'est comme s'il y avait 5 en Y qui étaient collés ensemble. Fait que c'est quand même une grosse molécule. Puis à cause de ça, elle peut avoir des symptômes lorsqu'il y a la sécrétion de ces anticorps-là. Les cellules cancéreuses vont proliférer surtout, vont avoir surtout tendance à aller dans la moelle osseuse, donc vont souvent être associés, ces lymphomes-là, plutôt avec de l'anémie, avec des ganglions qui sont abaissés, avec les plaquettes qui sont abaissées par contre, puis il peut aussi affecter les ganglions parfois. Donc, les manifestations cliniques, c'est surtout justement, il peut y avoir la splénomégalie, donc la rate qui est enflée, mais surtout de la fatigue qui va être secondaire à l'anémie. Puis, c'est souvent précédé par une phase de IgM monoclonal. Donc, il y a au départ des IgM qui sont sécrétés par le lymphome qu'on est capable de mesurer dans le sang. On peut avoir des survies qui sont quand même très prolongées avec cette maladie-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si on est capable de les mesurer dans le sang, de les quantifier, de savoir la quantité, il n'y a pas de seuil qui va nous dire, ah, il faut comme, il y a de seuil d'IgM, de la quantité d'anticorps monoclonaux, ah, il faut commencer à traiter. Il faut y aller vraiment avec les symptômes des patients parce que souvent, la macroglobulinémie de Waldenström va passer par une phase présymptomatique. La présence de la protéine monoclonale IgM, elle, c'est elle qui va donner une dimension unique à la maladie. Parce que vous vous rappelez, c'est quand même un gros anticorps. Donc, il peut causer ce qu'on appelle les syndromes d'hyperviscosité. Hyperviscosité, donc ça veut dire que c'est comme si le sang, effectivement, était comme plus épais. Donc, il peut causer des maux de tête, des étourdissements, par exemple, la difficulté de concentration, peut causer des neuropathies au niveau des nerfs, peut causer même une anémie hémolytique. Donc, c'est toutes des questions qu'on va vous poser lorsqu'on va savoir qu'il y a ce type de lymphome-là. Les syndromes d'hyperviscosité sont rares lorsqu'on a des IgM totaux à moins de 40 grammes par litre, mais qu'est-ce que ça va être associé? Donc, ça peut être justement donc, des étourdissements, de la fatigue généralisée, ça peut être des saignements de nez, des saignements gingivaux, des changements visuels. Rapidement, pour traiter ça, s'il y a un syndrome d'hyperviscosité, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de retirer ces anticorps monoclonaux-là, donc les IgM. Et comment on le fait? C'est par un échange plasmatique. Donc, c'est ce qu'on appelle une plasmaphérèse. Donc, à ce moment-là, le patient, on met une machine où on fait circuler le sang, un peu comme une machine de dialyse, mais au lieu d'enlever les impuretés comme dans le cas de la dialyse, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les anticorps. Donc, on enlève les IgM pour être capable d'enlever ces symptômes-là qui peuvent être liés avec le fait qu'il y a trop d'anticorps. C'est sûr que ça va impliquer, par contre, s'il y a ces syndromes-là ou s'il y a ces symptômes-là associés avec la quantité d'anticorps, ça va impliquer qu'il va falloir qu'on arrête la production. Donc, l'échange plasmatique, il est un peu comme un pansement. Il nous permet de répondre rapidement puis d'enlever rapidement les effets secondaires, les effets dus à l'hyperviscosité, mais ce n'est pas un traitement en soi. C'est recommandé souvent d'attendre avant de donner du rituximab au début. Parce que le rituximab, il peut causer un peu une augmentation d'hyperviscosité. Là, on augmente rapidement les IgM avant qu'ils commencent à rebaisser dans le sang et donc ça peut augmenter les symptômes. Le lymphome lymphoplasmacytaire est associé avec deux mutations. Donc, vous vous rappellerez au début quand on parlait pour l'identification des sous-types de lymphome non-hodgkinien, ben, une des façons, c'est de regarder quels sont les gènes qui ont été impliqués. Donc, ça, c'est des mutations de gènes qui sont au niveau du sein du lymphocyte malade. Donc, c'est pas des gènes qui ont été acquis de façon héréditaire, c'est pas des gènes qui sont partout dans le corps, c'est vraiment des caractéristiques ou une signature qui explique pourquoi ou qui explique que c'est ce lymphome-là qui se soit développé. Donc, il y a un gène qui s'appelle le MYD88 et le CXCR4. Ces deux gènes-là, en réalité, ils sont impliqués dans le développement du lymphome lymphoplasmacytaire et on peut essayer de les détecter pour voir s'il y a une mutation au sein de ces gènes-là. Dans 93% des patients avec un lymphome lymphoplasmacytaire, il va avoir la mutation du MYD88. Donc, on peut utiliser ça aussi pour essayer de différencier d'un sous-type d'un lymphome à un autre.
Les prédicteurs de progression du lymphome, ça peut être s'il y a des IgM qui sont très augmentés, s'il y a une infiltration importante du lymphome au niveau de la moelle osseuse. Donc, quand on fait la biopsie de la moelle osseuse, s'il y a au-dessus de 70% des cellules qui sont des cellules de lymphome, à ce moment-là, on peut penser que c'est un lymphome qui va probablement progresser. Puis après ça, d'autres caractéristiques au niveau des prises de sang. Le traitement, bon, on peut utiliser le rituximab seul lorsqu'il n'y a pas de syndrome d'hyperviscosité. Par contre, on sait que c'est inférieur. C'est bon pour lorsque le patient se plaint de neuropathie seulement et qu'on veut prendre le contrôle des neuropathies. Le rituximab en seul peut être un bon traitement. Ou s'il y a ce qu'on appelle de l'anémie hémolytique, donc une destruction des globules rouges, à ce moment-là, ça peut être un bon traitement. Souvent, on va associer par contre le rituximab à d'autres agents de chimiothérapie. Encore une fois, la fameuse herbendamustine qui peut très bien fonctionner. Il y a d'autres agents aussi, le RCD qui était utilisé, mais maintenant, ce qui est vraiment recommandé, c'est d'utiliser la herbendamustine. Il y a les inhibiteurs de tyrosine kinase de Bruton qui sont utilisés, ou les inhibiteurs BTK qui sont également utilisés habituellement en rechute, qui c'est une molécule Péros qui initialement a été utilisée pour les premières fois dans la LLC. Puis on s'est rendu compte que dans d'autres sous-types de lymphome indolent peut bien fonctionner, notamment justement le lymphome lymphoplasmacytaire. On sait donc qu'il y a des patients qui ont des survies sans progression, c'est-à-dire que la maladie ne progresse pas à 2 ans chez au-dessus de 90% des patients. Donc, c'est des médicaments qui peuvent très bien fonctionner avec des profils de sécurité qui sont quand même acceptables. Donc, ça ici, vous pardonnerez, c'est des images en anglais, mais c'est surtout pour démontrer comment est-ce qu'on fait pour choisir nos traitements. Donc, ça a été érigé par la clinique Mayo aux États-Unis. Puis, en fait, l'idée, c'est de regarder. Donc, on peut très bien se permettre de faire une observance, donc de faire de la surveillance active encore pour certains patients chez qui ils n'ont pas de symptômes, chez qui il y a pas d'atteinte là, des organes ou de la moelle osseuse. S'il y a de la neuropathie ou de l'anémie hémolytique, c'est-à-dire qu'une destruction qui est causée par l'anticorps IgM, à ce moment-là, c'est recommandé de donner du rituximab seul. Par contre, à partir du moment qu'on a des indications de traitement, c'est-à-dire qu'on a un envahissement de la moelle qui est significatif, qui va causer de l'anémie, qui va causer que les plaquettes vont diminuer, à partir du moment qu'on a des symptômes d'hyperviscosité, là, à ce moment-là, c'est de recommander de donner justement du rituximab associé avec la bendamustine, donc le même schéma qu'avec le lymphome folliculaire. Et après, en rechute, pour nous au Québec, généralement, on garde l'inhibiteur de tyrosine kinase de Bruton qui est un des exemples, c'est le zanubrutinib. À la rechute, c'est un peu le même principe. S'il n'y a pas de symptômes, on va se permettre de surveiller. Sinon, on va aller avec d'autres agents qui n'ont pas été utilisés, notamment les inhibiteurs de tyrosine kinase de Bruton. Puis finalement, encore une fois, c'est pour encore vous montrer qu'il y a d'autres agents qui sont dans d'autres outils auxquels on a accès, comme par exemple le Venetoclax ou le BDR, qui sont d'autres agents ou d'autres façons de traiter nos maladies. Un troisième lymphome, c'est le lymphome de la zone marginale. Le lymphome de la zone marginale est en fait une maladie qui est très hétérogène. En soi, elle-même, qui est un sous-type de lymphome de Hodgkinien, a elle-même ses propres sous-types, notamment le extranodal, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses ou le MALT, le splénique, même le cutané primaire. Donc, il y a différents, puis il y en a d'autres que j'ai pas mentionnés. Les traitements sont différents. Si c'est un lymphome de la zone marginale qui atteint seulement l'estomac, on sait que lui peut être lié avec une bactérie qui s'appelle le Helicobacter pylori. Donc, si on retrouve cette bactérie-là, on peut se permettre de traiter avec des antibiotiques et des inhibiteurs de protéines de la pompe à protons pour diminuer l'acidité au niveau de l'estomac. Donc, si on a une maladie qui est vraiment juste localisée au niveau de l'estomac, on fait un traitement de l'Helicobacter pylori, surtout si elle est présente, et des fois, ça peut permettre même d'éradiquer le lymphome. On peut penser à utiliser également de la radiothérapie pour les endroits qui sont localisés. Donc, lorsqu'encore une fois, on a des stades 1. On peut utiliser des traitements systémiques, encore une fois, ou même du rituximab seul est recommandé lorsque le lymphome de la zone marginale atteint seulement que la rate et la moelle osseuse.
Donc, encore une fois, voici d'autres études où on a utilisé en rechute d'autres traitements qui ressemblent beaucoup au traitement du lymphome folliculaire, c'est-à-dire le R au carré qui est le R lénalidomide. Après ça, on revoit nos inhibiteurs de tyrosine kinase de Bruton, donc l'ibrutinib, la calabrutinib, le zanubrutinib, et d'autres traitements qui sont de plus en plus étudiés également. Dans les cas de lymphome splénique, comme je vous disais, on peut utiliser le rituximab, ce qu'on appelle en monothérapie, qui peut très bien fonctionner. Il y a même des cas, des fois, où la splénectomie peut fonctionner également, donc d'enlever carrément la rate. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, la réponse au traitement peut être lente, puis peut prendre un certain temps avant d'agir complètement ou d'aller chercher le maximum de réponses. Donc oui, il faut être patient. Un petit mot maintenant sur la tricolucémie. La tricholeucémie, ben, en anglais, ça s'appelle le hairy cell leukemia. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que lorsqu'on regarde au niveau du sang, puis on regarde les lymphocytes malades qui sont là, c'est des lymphocytes qu'on va dire chevelus. Je vous ai mis des petites images ici où on voit que autour, donc vous avez le noyau qui est un peu mauve, puis autour, vous voyez là qu'il y a un petit peu là, toutes ces, le bleu pâle qui ressemble un peu à des petits cheveux. Donc en anglais, c'est le hairy cell, puis en français, on a appelé ça la tricholeucémie. C'est quand même une forme qui est rare de lymphome indolent, mais elle va avoir, de façon caractéristique, elle va toucher la rate. Donc, la rate va quand même grossir et devenir très grosse et très inconfortable. Puis, elle va toucher la moelle osseuse et le sang. Avec un seul cycle de chimiothérapie, on peut arriver à des réponses durables sur même plusieurs années pour la tricholeucémie. Donc, c'est ça qui en fait une maladie qui est quand même très caractéristique. Et puis, elle a son traitement à part, qui est vraiment différent des autres lymphomes que je vous ai parlé un peu plus tôt. À la rechute, si jamais la maladie devait rechuter, ça dépend du temps de rémission, mais on peut réutiliser la cladribine, on peut l'associer encore une fois au rituximab, et des fois, on peut utiliser des thérapies ciblées contre le BRAF. Le BRAF est une mutation qui est retrouvée souvent dans la tricholeucémie. À la base, c'est une mutation qui a été identifiée pour la première fois dans le mélanome, et donc les mêmes traitements pour le mélanome peuvent être utilisés pour la tricholeucémie lorsqu'elle rechute. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs traitements il y a plusieurs lymphomes indolents, il y a plusieurs traitements qui sont potentiels ou qui peuvent être utilisés, qui peuvent être ajustés pour les patients. Je pense que l'idée, c'est qu'il faut voir que ces traitements-là, ces nouveaux traitements-là, ils sont faits ou ils sont disponibles grâce à des protocoles de recherche. Il y a différents protocoles qui sont disponibles. Il y a différentes phases de recherche qu'il faut reconnaître. Donc, une phase 3, c'est lorsqu'il y a un médicament qui a fait ses preuves et on est en train de le comparer au traitement standard actuel. Euh, donc, l'idée des protocoles de recherche, c'est que ça permet en fait d'avoir accès à ces nouveaux médicaments-là aussi. Ça permet d'avoir accès à des nouveaux médicaments qui ont peut-être moins d'effets secondaires, qui sont même plus efficaces. Donc, ça vaut la peine d'en parler avec vos hémato-oncologues. Plusieurs centres au Québec font de la recherche, donc il faut poser la question. Pour tous les types de lymphomes, il y en a des protocoles de recherche, donc il faut voir si vous, ça serait quelque chose qui est applicable pour vous, puis qui serait intéressant. Les lymphomes indolents, des lymphomes qui sont à caractère chronique, hein. Donc, on va parler de survivance parce que nos patients ben, vivent longtemps avec ces maladies-là. Donc, comment faire aussi pour mettre toutes les chances de notre côté? Bien, il y a différentes choses qui sont recommandées, comme par exemple au niveau des maladies cardiovasculaires. On sait que le fait de recevoir certains traitements augmente le risque de maladies cardiovasculaires, notamment les anthracyclines, comme dans le fameux traitement R-CHOP. Les anthracyclines peuvent causer ce qu'on appelle une cardiomyopathie. Donc, c'est pour ça qu'avant de débuter le traitement, on fait un examen cardiaque comme une échographie pour le cœur. Puis après, souvent, on va faire le suivi aussi de ça. S'il y a le moindre doute, on va vous référer à ce qu'on appelle un spécialiste en cardiologie, souvent des cardio-oncologues. Donc, c'est recommandé de maintenir une activité physique, de contrôler les choses qui sont contrôlables et modifiables pour diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, la dyslipidémie, donc le cholestérol et le diabète. Lorsque les patients prennent des inhibiteurs de tyrosine kinase de Bruton, on sait que ces maladies-là, ces médicaments-là peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, peuvent augmenter le risque de faire aussi des arythmies. Donc, on va vouloir faire un suivi de la pression, de la haute pression, de l'hypertension.
Puis comme je disais pour les anthracyclines, on va surveiller les indices ou les symptômes qui peuvent être associés avec des signes de cardiomyopathie ou de problèmes cardiaques. Le lymphome en soi est un lymphome qui est une maladie qui atteint les lymphocytes qui fait partie du système immunitaire, va diminuer le système immunitaire, mais en plus, avec les traitements, on sait qu'on va diminuer le système immunitaire aussi. Donc, il va falloir faire la surveillance de l'immunité des infections. Comment? Ben, une chose, c'est de garder, de faire la vaccination sur le guide de pratique, d'aller chercher nos vaccins de l'influenza, le pneumocoque, la COVID, le zona également. Puis, s'il y a des infections répétées, c'est possible que votre hémato-oncologue vous suggère de débuter des protocoles d'immunoglobuline intraveineuse ou subcutanée pour augmenter le taux d'anticorps. Les cancers secondaires peuvent être présents ou le risque de cancer secondaire augmente avec l'exposition à la chimiothérapie. Donc, comment on peut faire pour diminuer ce risque-là? Ben, c'est d'aller justement agir sur ce qui est modifiable, comme par exemple l'arrêt tabagique, d'éviter les excès d'alcool, de faire le dépistage des cancers selon l'âge et selon l'histoire familiale, les surveillances de cancer de la peau, puis aussi bien se protéger de la peau contre le soleil. Parce que la peau, elle est souvent fragilisée à cause des médicaments, mais également, on sait, on veut éviter justement le risque de cancer secondaire. La santé osseuse, il faut pas l'oublier parce que souvent, on peut avoir les médicaments, donc vous l'avez vu dans le R-CHOP, le P, c'est de la cortisone, c'est de la prénisone et corticostéroïdes peuvent augmenter le risque de faire ce qu'on appelle de l'ostéoporose. Donc, on va vouloir optimiser le statut de la vitamine D, le calcium. On va vouloir continuer à faire de l'exercice avec du poids aussi pour renforcer les os. Puis, on va potentiellement vouloir faire un suivi de la densité osseuse par ostéodensitométrie s'il y a une prise prolongée de corticostéroïdes. Faut pas oublier les dents non plus. Donc, on recommande un suivi annuel chez le dentiste, puis aussi d'avoir une éducation de l'hygiène dentaire régulière également. Donc, ça vaut la peine d'en parler là, avec votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire. La fragilité, mais nos patients, donc souvent, on sait que le fait d'avoir le lymphome, le fait d'avoir certaines comorbidités peuvent augmenter la fragilité des patients. Donc, il est possible qu'on recommande une référence en gériatrie pour une évaluation globale du patient, que nous, en hémato-oncologie, on peut être moins habile à faire. Donc, c'est bon de s'entourer de différents spécialistes. C'est aussi recommandé de garder un maintien de l'activité physique régulière, donc pour garder justement une dextérité, pour garder l'équilibre. Il ne faut pas oublier non plus le côté psychologique et émotionnel. On le sait que c'est pas évident de d'avoir un diagnostic de lymphome, de devoir avoir les traitements. Donc, oui, c'est possible de demander une référence en psychologie, de faire un suivi avec le médecin de famille également, qui peut offrir beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Il faut pas oublier non plus qu'il peut avoir des groupes locaux de soutien aussi qui sont présents, qui sont très actifs, notamment le Lymphome Canada aussi. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide et d'aller chercher de l'information. Donc, en conclusion, les lymphomes indolents sont quand même très fréquents, OK? Même s'ils sont considérés comme incurables, on sait qu'il y a des nombreux traitements qui sont efficaces. Donc, il faut vraiment plus voir ça comme une maladie qui est chronique, qui nécessite un suivi quand même. Mais par contre, qu'il y a beaucoup de différentes avancées, en fait, qui sont arrivées dans les dernières années pour justement aider, là, justement, à faire avancer les traitements, avoir des traitements qui sont moins toxiques également, qui ont moins d'effets secondaires, plus facilement tolérables pour garder et maintenir une bonne qualité de vie. Alors, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une belle continuité dans votre journée de lymphome.